On voit l'écran en entier? Oui, oui, on Oui. voit bien, ouais. Ok, parce que moi j'ai une barre en haut, c'est pour ça. Du coup, ouais, mon sujet de recherche de thèse, donc ça s'appelle l'engagement environnemental des femmes autochtones du Nord circumpolaire, le cas des femmes inuites et des femmes samis. Donc en fait, comment ce sujet est né? J'ai commencé à m'intéresser en fait à la question des changements climatiques en Arctique. Et je voyais beaucoup dans la littérature grise au début, donc tout ce qui est articles de journaux, articles de presse en ligne ou même interventions vidéo dans les médias. Je voyais beaucoup de femmes qui prenaient la parole en fait sur le sujet des changements climatiques en Arctique. Et j'avais l'impression qu'il y avait une majorité de femmes d'Arctique qui prenaient la parole sur ces questions-là. Donc je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment le cas ou non? Et si oui, pourquoi et quel est leur message? Et du coup, à travers ça, en fait, les objectifs de ma recherche, donc, c'est d'essayer de définir l'écoféminisme autochtone. Donc, je vais développer dans quelques minutes sur ce qu'est l'écoféminisme avant de pouvoir amener des pistes sur ce qu'est l'écoféminisme autochtone et de développer des connaissances sur les femmes activistes de l'Arctique et sur leur perspective des changements climatiques. Donc, de comprendre qui sont ces femmes, ce qu'elles défendent, par quels moyens et pourquoi. Donc, je vais commencer par introduire un peu le sujet déjà en parlant de genre et changement climatique. Il y a beaucoup d'études qui défendent l'importance d'intégrer le genre dans la recherche sur les changements climatiques. Et il y a notamment les instances internationales qui reconnaissent depuis quand même une bonne trentaine d'années le lien entre genre et changement climatique. Les exemples les plus connus, c'est en 1992 au sommet de la Terre à Rio. Le principe 20 de la déclaration va reconnaître en fait le rôle des femmes en environnement et en développement durable. Et en 1995, lors de la 4e conférence mondiale de l'ONU sur les femmes, le rapport va reconnaître aussi ce lien genre et changement climatique et va même aller plus loin en parlant d'une connexion spéciale des femmes autochtones à l'environnement et qu'elles seraient donc en position de savoir qui permettrait d'apporter des solutions au changement climatique. Donc ça ne date pas du tout d'hier, ça date quand même d'un moment. Il est aussi reconnu que les femmes sont souvent plus vulnérables aux impacts des changements climatiques parce qu'elles appartiennent en fait aux catégories de femmes, aux catégories en fait les plus pauvres, que ce soit dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud. Et c'est elles qui vont être le plus exposées aux maladies, à l'insécurité alimentaire, à la violence faite aux femmes, et tous les problèmes en fait sont liés aussi quelque part à l'environnement. Et malgré tout ça, le genre n'est pas vraiment intégré dans les mouvements environnementaux. Il y a deux raisons qui l'expliquent. C'est que la première, c'est que les institutions ayant trait au changement climatique sont toujours intrinsèquement patriarcales. Et la deuxième, qui découle un peu de la première, c'est qu'on ne comprend toujours pas ce qu'est le... Enfin, le genre est souvent mal perçu et mal compris, la définition du genre. Et beaucoup ont l'impression que quand on parle de genre, on fait référence qu'aux besoins des femmes, alors que c'est vraiment aux relations de pouvoir entre les femmes et les hommes et à cette construction sociale qu'est le genre. Et donc, il y a une théorie à partir de tout ça, qui est née même bien avant cette reconnaissance du genre et des changements climatiques, c'est l'écoféminisme, et qui va reconnaître donc le lien entre genre et changement climatique aussi. Donc, je vais vous parler déjà un peu de ce que c'est que l'écoféminisme avant de m'attaquer à l'écoféminisme autochtone pour vraiment voir la différence aussi et d'où on part. Donc l'écoféminisme, en fait, donc, va démontrer le lien entre femmes et environnement. Je pense que la définition qui résume le mieux l'idée, c'est celle de Marie Mellor, qui dit que l'écoféminisme est un mouvement qui voit une connexion entre l'exploitation et la dégradation du monde naturel et la subordination et l'oppression des femmes. Et donc ça, c'est une définition qui date de 1997, mais le mot va apparaître pour la première fois en 1974 avec Françoise d'Aubonne dans son livre Le féminisme et la mort. Et c'est un mouvement au début qui ne va pas forcément être bien accueilli par toutes les féministes de l'époque, parce qu'à l'époque, les féministes essayent justement de se détacher de leur corps et de dire c'est pas parce que je suis femme que je ne peux pas faire ça. Et l'écoféminisme va ramener au corps de la femme en disant parce que je suis femme, je suis plus proche de l'environnement. En tout cas, l'idée de départ, c'est ça. Et donc, ça va être beaucoup critiqué sur plein de points de vue. Il y a certains qui vont dire que c'est un mouvement trop conservateur, d'autres trop apolitique, etc. Mais les plus grandes critiques faites à l'écoféminisme, c'est l'universalisme et l'essentialisme. Alors, l'universalisme, ça va être de dire que l'écoféminisme ne va pas prendre en compte les différences entre les femmes,
que ce soit les différences de classe, de couleur, de culture, et qu'en plus, le mouvement a commencé avec des femmes blanches privilégiées qui avaient l'habitude des mouvements activistes. Donc, c'est un mouvement qui est très académique et très, très privilégié. Et la critique essentialiste, ça va être de dire que l'écoféminisme, donc, comme je disais tout à l'heure, ramène au corps de la femme comme si sa condition dépendait en fait uniquement de son sexe. Et souvent, on va remarquer que le mouvement va attribuer beaucoup de valeur à la douceur plus qu'à l'agressivité, à la figure de la mère, etc. Et donc, ils vont insister pour dire que les femmes seraient par essence proches de la nature. Donc, ça va poser de problèmes à pas mal de gens. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas l'écoféminisme, ça ne va pas être ça va pas être d'être écologiste et féministe, parce qu'il y a plein d'écologistes qui ne sont pas féministes, il y a plein de féministes qui ne sont pas écologistes, etc. Donc moi, la définition que j'ai retenue pour ma thèse, ça va être de dire que les femmes ne sont pas plus proches de la nature à cause d'un élément physiologique ou une affinité spirituelle, donc à cause de leur corps tout simplement, mais à cause de circonstances sociales dans lesquelles elles sont, c'est-à-dire leurs conditions matérielles. Et par là, j'entends en fait le travail et la place qu'elles occupent dans la société. C'est-à-dire que la diffusion genrée des activités, qui existe toujours malgré toutes les avancées qu'il y a eu ces dernières années, c'est toujours les femmes qui sont en majorité responsables des tâches domestiques, qui sont responsables d'aller faire les courses, etc. Donc elles vont avoir une place dans la société qui fait qu'elles vont percevoir l'environnement différemment. Donc par rapport aux Inuits, par exemple, on associe beaucoup les hommes inuits à la pêche et à la chasse, et les femmes à la cueillette, même s'il y a une grande perméabilité des rôles parmi les Inuits. Donc, j'ai parlé avec plein de femmes qui chassaient et pêchaient, bien sûr, mais le fait est il y a quand même une division qui reste assez genrée, et qu'à travers cette division, elles vont avoir des pratiques du territoire différentes qui font qu'elles vont avoir des observations des changements climatiques et de l'environnement différentes. Et pareil pour les Samis, les hommes Samis sont souvent associés à l'élevage de rennes. Et du coup, on s'est plus intéressé, la littérature scientifique en tout cas, s'est plus intéressée aux expériences des hommes parce que ça leur paraissait plus évident. On avait l'impression que les hommes comment dire ça, représentaient de façon évidente en fait le territoire. Donc après, il se dégage en fait l'idée que l'écoféminisme, tout comme les féministes, devrait embrasser l'idée d'intersectionnalité, donc afin de lutter contre cette critique universaliste. Donc l'intersectionnalité, c'est né du mouvement des femmes noires aux États-Unis et va consister à prendre en compte donc tout ce qui est les différents facteurs d'oppression, comme le genre, la classe, l'ethnicité, la race, la religion, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, etc. Et de comprendre comment ces facteurs vont s'entrecroiser pour créer des vécus spécifiques. Donc, vraiment, ça ne va pas être de dire que ça ne va pas être d'additionner les facteurs d'oppression et de dire que, par exemple, une femme qui rencontre un problème A parce qu'elle est une femme et une personne racisée qui rencontre un problème B parce qu'elle est racisée, une femme racisée ne va pas prendre la somme de ces problèmes-là. Elle va vraiment avoir un problème spécifique dû à la somme de ces oppressions et la façon dont ils s'entrecroisent. Donc, c'est à partir de là que j'ai voulu m'intéresser à peu près à, du coup, quels étaient les problèmes que les femmes autochtones rencontraient, donc à cause de cette double vulnérabilité dans laquelle elles sont, et surtout, qu'est-ce qu'elles faisaient pour pallier à ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'activisme autochtone en Arctique. Donc, ma méthodologie pour cette thèse, c'est de m'entretenir avec environ 25 femmes activistes, inuits et samis, et de faire des entretiens donc semi-dirigés de type récit de vie, c'est-à-dire que je m'intéresse à leur parcours, voir comment en fait elles sont arrivées à s'engager pour l'environnement. Et je les sélectionne généralement, je les trouve généralement dans les médias en fait. Et après, c'est l'effet boule de neige d'un entretien à l'autre. Et j'essaye vraiment de rester assez large parce que j'ai remarqué au début que le terme activisme ne convenait pas à tout le monde. Certaines étaient un peu modestes et
et ne voulaient pas se considérer comme activistes ou le terme leur paraissait trop fort. C'est pour ça que je parle d'engagement environnemental dans ma recherche et que j'essaie vraiment de prendre en fait toutes les femmes qui soit s'engagent professionnellement, soit personnellement, soit les deux, soit qui démontrent un intérêt marqué sur la question sans se sentir forcément militante en allant marcher dans la rue, etc. Et la deuxième partie de ma méthodologie, c'est donc de récolter des sources publiques écrites, orales ou visuelles, produites par des femmes inuites ou samis, donc que ce soit mes participantes ou d'autres femmes qui n'ont pas forcément pu participer à la recherche, et de les analyser. Alors, quel est l'impact des changements climatiques sur les Inuits et les Samis? Donc là, je vous parle de ça vraiment pour contextualiser ma recherche. Et déjà, je me rends compte que je vais peut-être vous montrer une carte avant pour situer un peu plus les Inuits et les Samis. Donc moi, je m'intéresse aux Inuits du Canada. Donc le nord circumpolaire, c'est entouré en rouge sur la carte. Je m'intéresse aux Inuits du Canada, de l'Alaska et du Groenland, et aux Samis de Norvège, Suède, Finlande, même s'il y en a un peu en Russie, mais en Russie, c'est beaucoup plus compliqué de faire de la recherche d'un point de vue autorisation comité éthique. Du coup, je m'intéresse principalement à ça, donc ça représente quand même une grande partie du nord circumpolaire. Donc, l'impact des changements climatiques sur les Inuits et les Samis. Alors, pour les Inuits, comme pour les Samis d'ailleurs, la culture est dépendante du froid, notamment pour l'exercice des activités traditionnelles telles que la chasse et la pêche. Et donc, concrètement, ce qui se passe avec les changements climatiques, ça peut être des choses comme la glace se forme plus tard, donc les activités traditionnelles ne peuvent être exercées que plus tard dans l'année. Donc, on peut être moins dépendant aussi de tout ce qui est chasse et pêche. La glace est moins solide aussi, les routes de glace ont changé. Du coup, parfois, ça arrive qu'elle craque et que ça cause des accidents parfois mortels. Il y a aussi le problème des POP, donc les polluants organiques persistants, qui s'accumulent en Arctique et qui ont un impact sur la santé des Inuits. Donc, ça peut avoir un impact sur le lait maternel notamment, etc. Aussi l'impact de certaines décisions politiques, telles que le ban du commerce des peaux de phoque en Europe. Alors, le ban du commerce des peaux de phoque en Europe, il y a une exception pour permettre aux Inuits de continuer de chasser. Le problème, c'est que la chasse est devenue très chère avec les équipements qui sont très chers. Du coup, avant, ils utilisaient la peau pour les revendre et pouvoir s'équiper. Donc, c'est un cercle. Et le ban du commerce des peaux de phoque a fait que les prix des peaux de phoque ont chuté. Et maintenant, ils peuvent plus. Ça devient très difficile de s'occuper et de vivre de la chasse, en tout cas de vivre en tant que chasseur. Ça devient plus un hobby qu'un métier. Pour les Samis, l'activité traditionnelle, c'est l'élevage de rennes. Et les changements climatiques causent donc un climat imprévisible et il devient difficile pour les rennes de se nourrir à cause de la glace au sol. Il y a aussi l'impact de l'industrie forestière sur les pâturages d'hiver. Et bien sûr, ça cause aussi un impact sur la santé mentale face à la crainte de perdre les activités traditionnelles. Donc, autant chez les Inuits que chez les Samis. Donc là, c'est vraiment pour contextualiser ma recherche que je vous parle de ça parce que les impacts ont été, il y a des gens qui ont fait des thèses spécifiques là-dessus, ça a été travaillé et retravaillé, autant en sciences sociales qu'en sciences naturelles d'ailleurs. Donc, c'est vraiment pas l'objectif de ma recherche de les citer et de les lister, mais ça permet de contextualiser un peu plus. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu plus du cœur de ma recherche, qui sont vraiment donc, les femmes activistes de l'Arctique. Alors, donc, je vous ai déjà montré la carte tout à l'heure. Le début de ma recherche, j'avise vraiment à établir un profil de ces femmes activistes, donc de déterminer qui elles sont, pourquoi elles s'engagent, etc. Et ce qui ressort pour l'instant de ma collecte de données, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui s'engagent et beaucoup de jeunes artistes notamment. Après, c'est des résultats préliminaires et qui sont aussi à prendre un peu. Il y a possiblement un biais aussi de savoir qu'est-ce qu'on entend par activiste, parce qu'il y a une de mes participantes, par exemple, qui me faisait remarquer que pour elle, tous les aînés, donc tous les Inuits aînés qui sont détenteurs du savoir traditionnel, elle les considère comme des activistes parce que tous les jours, ils transmettent leur culture aux jeunes générations. Elle me disait, eux ne se considéreraient pas comme tels, mais moi, je les considère comme tels. Donc, je pense que c'est aussi une question de définition. Donc, moi, ce que je vois dans les médias, en tout cas, la forte présence dans les médias, c'est des jeunes femmes. Donc, c'est pour ça que j'interroge beaucoup de jeunes, très jeunes, début vingtaine. Mais voilà, il y a quand même un biais possible. Comment donc elles s'engagent? Alors, pour l'instant, j'ai défini deux types d'activisme, mais
Je vais en définir beaucoup plus avec toutes les subtilités, mais pour l'instant, voilà, c'est les résultats préliminaires. Donc, il y a l'activisme politique. Donc, je vous ai mis 2 exemples connus, Sheila Watt-Cloutier au Canada et Gunn Ritter au nord de l'Europe. Donc, dans ça, j'ai mis pour l'instant toutes les femmes en fait, qui ont une place à la table des décisions. Ça ne veut pas dire forcément qu'elles sont écoutées, malheureusement, mais qui ont quand même un peu plus une voix au chapitre, que ce soit une voix politique dans des partis politiques au Canada, ou alors que ce soit dans des forums internationaux, l'instance permanente des peuples autochtones à l'ONU, par exemple, ou par exemple au rassemblement sur les changements climatiques, etc. Et la deuxième, c'est l'activisme ou artivisme, donc l'activisme artistique. Donc en fait, c'est tout le corpus que j'ai analysé de chants, de poèmes, de documentaires engagés, d'affiches de propagande, des installations, des performances aussi parfois. Et je vous ai mis un peu quelques exemples pour voir un peu plus concrètement quelle forme ça prend. Alors la première image, donc c'est une affiche du groupe Sami sur Open Terror. C'est la version Sami donc, du poster We Can Do It et qui représente donc à la fois le féminisme et c'est un message de résistance Sami qui va vraiment parler à tout le monde. Ensuite, on a une image tirée de la vidéo Rise from One Island to Another de Cathy Jenny Kijiner et Aka Niviana. Donc la première femme, c'est une femme originaire des îles Marshall et Aka Niviana, c'est une femme Inuk originaire du Groenland. Et en fait, toutes les deux, elles ont décidé elles sont poètes toutes les deux, elles ont fait un poème ensemble dans lequel elles prônent le féminisme, la sororité entre peuples autochtones et vont alerter sur les changements climatiques, même accuser directement le spectateur ou la spectatrice de ne pas faire assez. Et le poème est vraiment beau. Elles vont toutes les deux en fait aller chercher dans les légendes de leur culture pour montrer que, ben, notamment par exemple pour les Inuits, l'océan la mère est associée à une figure féminine. Pareil dans les îles Marshall, donc ça montre vraiment, il y a vraiment un grand côté féministe dans le poème. La vidéo, elle dure 5 minutes, elle est vraiment incroyable, autant dans la musique que dans les prises de vue et que dans la poésie qu'elle récite. Et elle est disponible sur 350.org si vous voulez aller la visionner. Et enfin, je vous donne 1000 exemples d'un documentaire engagé. Donc, parmi tant d'autres, il y a pas mal de documentaires engagés qui ont été tournés. Ça a l'air d'être une façon assez courante de militer. Celui-là, il s'appelle Food for the Rest of Us. Donc, c'est un documentaire sur la sécurité alimentaire que j'ai choisi parce une des réalisatrices, Tiffany Ayali, qui est une de mes participantes, et en fait, dans le documentaire, elle va aller suivre des gens qui essayent de faire bouger les choses localement. Et elle va montrer surtout le lien entre justice climatique, justice sociale et intersectionnalité. Et lors de son entretien avec Tiffany, on a beaucoup parlé de l'importance de l'art, en fait, pour parler des changements climatiques et comment l'art peut toucher quelque chose de beaucoup plus émotionnel que juste l'effet scientifique qui alerte, mais qui ne provoque pas toujours l'action. Alors que selon elle, quand on touche vraiment quelque chose de plus personnel chez la personne, ça peut provoquer un engagement beaucoup plus militant. Donc, ça m'arrive à poser la question de pourquoi ces femmes s'engagent-elles. Donc, pour l'instant, j'ai vraiment eu deux grandes raisons qui sont ressorties. La première, qui sont liées l'une à l'autre. La première, c'est l'engagement comme guérison ou réappropriation culturelle. Donc, en fait, les femmes autochtones sont celles qui ont subi le plus durement la colonisation et qui subissent toujours les impacts de certaines politiques. Donc, je ne sais pas si on en a pas beaucoup parlé en France, mais en tout cas au Canada et aux États-Unis, on en parle beaucoup en ce moment. La question des femmes autochtones disparues et assassinées, donc des milliers de femmes autochtones sur des années qui ont juste simplement disparu et qu'on n'a jamais revues. Et ça prouve vraiment le racisme systémique aussi qui existe. Et donc s'engager, que ce soit pour l'environnement ou sur un point de vue culturel, ça va être une façon aussi c'est vraiment dans l'idée d'empowerment, je ne sais pas trop comment on pourrait traduire ça, mais de reprendre le pouvoir et de s'affirmer en tant que femme autochtone. Et la deuxième idée, c'est l'engagement nécessaire ou naturel. Je ne savais pas trop comment l'appeler, mais en gros, c'est cette idée que beaucoup de femmes ont dit que pour elles, ça faisait partie d'elles-mêmes de s'engager et qu'elles n'avaient pas le choix, en fait. Et l'argument qui est beaucoup revenu, c'est de dire que
le plus d'oppression, plus on subit d'oppression, plus on est obligé de s'engager. Et ça, c'est une idée qui apparaît déjà dans le mouvement écoféministe à ses débuts. On disait, ben, et notamment là, c'est revenu aussi dernièrement avec les marches sur le climat, où on voyait beaucoup de jeunes femmes aussi marcher. Et l'idée, c'était que, ben, on expliquait la présence de femmes en disant, ben, les femmes ont plus l'habitude de se battre pour leurs droits, donc ça serait pour ça qu'elles s'engageraient plus. Et donc là, ça serait pareil, mais il y aurait aussi en plus la double marginalisation, le fait qu'elle soit aussi autochtone, qui accentuerait cette idée d'engagement. Surtout que tous les problèmes sont liés, notamment dans le Nord, que ce soit l'insécurité alimentaire, il y a une grande crise du logement aussi dans le Nord canadien, des problèmes de la violence faite aux femmes aussi. Tout ça, c'est lié aussi à cette perte des activités traditionnelles quelque part et donc au changement climatique aussi. Donc, quel est leur discours? Il y a plusieurs points dans leur discours. Celui qui revient de façon le plus évidente, c'est de réhumaniser l'Arctique. Et il y avait donc Sheila Watt-Cloutier, dont je vous ai montré l'image tout à l'heure, qui disait en 2019, les ours polaires sont devenus une icône du changement climatique, même si dans le Nunavut, leur nombre reste élevé. Du coup, le monde entier a découvert l'Arctique à travers leur mode de vie au lieu de celui des peuples qui y vivent. C'est triste, il faut réintroduire une dimension humaine. Et effectivement, il y a beaucoup d'activistes qui déploraient un peu, à chaque fois qu'on parle de changement climatique, de montrer la deuxième image au lieu de la première, qui est un village inuit, ou même de mettre carrément des visages inuits. Et effectivement, si vous voulez faire le test, vous pouvez aller sur Google Images et taper changement climatique arctique. Vous allez tomber que sur des images d'ours polaires ou de monkeys ou voire de pingouins. Mais pour trouver la première image avec un inuit, c'est pas toujours évident. Une deuxième partie du message, ça va être de repenser la conservation, c'est-à-dire que beaucoup vont avancer qu'on ne peut pas penser la conservation qu'en termes d'espèces menacées. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut protéger les espèces menacées, mais on ne peut pas choisir une espèce en disant, tiens, par exemple, le phoque, c'est adorable, on va protéger tous les phoques. Il faut vraiment penser la conservation en termes de relations entre espèces et humains et en termes d'écosystèmes et comment l'écosystème fonctionne ensemble. Beaucoup ont donné l'exemple que depuis qu'on peut moins chasser le phoque, la population a proliféré tellement qu'il y a beaucoup moins de poissons. Et ça cause des problèmes, non seulement pour d'autres espèces marines, mais aussi pour les humains. Donc, il montrait vraiment comment l'écosystème est un cercle et qu'il faut pas, qu'il faut penser l'écosystème comme ça plutôt que la conservation en termes d'image un peu cute, comme on a tendance à faire en Occident. Donc, la troisième idée, c'est d'intégrer les peuples autochtones dans les réflexions sur les changements climatiques. Et donc d'intégrer les personnes qui sont directement impactées par ces politiques de conservation. Comme je vous disais, certaines femmes parviennent à être à la table des discussions. C'est compliqué, mais elles ne sont pas souvent écoutées. Donc voilà, c'est de repenser tout ça aussi pour qu'elles soient plus écoutées. Et l'idée finale, c'est vraiment de lutter contre le green colonialism et le greenwashing. Là non plus, je n'ai pas traduit parce que je trouvais que c'était assez évident comme idée. Le green colonialism, la définition peut être très large. Ça peut être d'exploiter les ressources d'un pays pour le bénéfice de son propre pays. Donc, par exemple, d'aller dire, tiens, on va couper des arbres en Amazonie pour faire fonctionner une entreprise française, on s'en fiche, c'est pas chez nous, l'impact environnemental n'est pas chez nous, par exemple, c'est de dire ça. Donc, c'est souvent pays du Nord vs pays du Sud. Ou alors, ça peut être de mener des politiques environnementales, donc qui partent de bonnes intentions, mais qui vont impacter des groupes déjà marginalisés et ne pas prendre en compte l'impact sur ces groupes ni leur avis alors que ce sont leurs terres. Et le greenwashing, je pense que aussi c'est assez évident. Je pense qu'on en parle beaucoup en ce moment et qui malheureusement on en voit beaucoup trop aussi. C'est de se donner une image de responsabilité écologique, même quand l'inverse est souvent le cas. Et un exemple très évident, l'autre jour dans une conférence, il y avait un activiste Sami qui parlait d'une entreprise norvégienne qui est en train en ce moment de jeter des déchets toxiques dans un fjord en Norvège. Et l'entreprise parvient à avoir une image verte parce qu'ils utilisent des machines électriques pour le faire. Donc, c'est vraiment un exemple très parlant de montrer que il faut quand même aller regarder derrière ce qui est parce que si on s'en tient au fait parfois, voilà. Pour donner un exemple peut-être du green colonialism, c'est un peu moins évident. Il y avait une activiste Inuk, Kiviok Nivilostrom, qui vit au Groenland. Elle donnait l'exemple du véganisme en disant en ce moment le Danemark est en train de nous dire d'arrêter de manger de la viande, de manger des trucs véganes.
Sauf qu'elle disait que pour elle, c'était beaucoup moins, c'était quelque chose de beaucoup moins, comment on dit ça, ça heurtait beaucoup moins en fait l'environnement de chasser et de pêcher que d'aller acheter des produits qui étaient faits au Danemark et de les faire importer au Groenland en fait. Et donc pour elle, c'était un argument soi-disant écologique, mais qui impactait directement et leur bien-être et leurs activités traditionnelles. Un autre exemple, c'est une activiste sami qui l'a donné, c'est Sofia Janok, qui parle de l'industrie forestière et qui, en ce moment, en Suède, est en train de souligner l'importance, en fait, leur argument envers les Samis, c'est de dire laissez-nous couper plus d'arbres, parce que si vous voulez qu'on passe des tasses jetables en plastique aux tasses recyclables en papier, ben, il faut bien qu'on coupe des arbres. Et l'entreprise à côté est en train de dire, se donner aussi cette image de responsabilité en disant, ben, à chaque arbre coupé, on en replante 2. Et cet activiste déplorait le fait que les médias ne sont pas allés chercher plus loin. Ils se sont juste arrêtés ça, oui, mais vous inquiétez pas, ils replantent 2 arbres à chaque arbre coupé. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est que des plantations et que ça prend longtemps à repousser et qu'en plus, ils ne replantent pas les bonnes espèces et qui ne sont pas bonnes, en fait, qui mettent directement en danger, en fait, les rennes et l'élevage de rennes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti, une idée de ce qui est ressorti, c'est que où une de mes participantes disait que ben voilà, c'est pas parce qu'on se bat pour une cause, qu'on se dit activiste écologique et qu'on se bat pour une cause qui mérite de l'aide, qu'on est parfait, qu'on ne recrée pas des systèmes d'oppression aussi dans ces groupes environnementaux, etc. Et donc, elle encourageait vraiment à aller voir juste derrière l'image verte un peu qui est un peu à la mode en ce moment et que du coup, parfois, il y a des super belles idées et parfois, c'est un peu l'inverse. Donc, tout ça, ça donne quelques pistes pour définir l'écoféminisme autochtone. Donc, c'est aussi des résultats très préliminaires. Mais la première idée, c'est que c'est anticapitaliste. C'est une idée qui est revenue très souvent. Les Inuits comme les Samis ont dit que eux, ils ont toujours pris ce qu'il fallait de l'environnement sans chercher à faire du profit ou de la consommation de masse et que leur mode de vie a toujours été sain et que eux n'ont pas causé la crise environnementale. C'est anticolonial, du coup, pour lutter contre le green colonialism dont je parlais. C'est ontologique. Alors, l'ontologie, c'est quelque chose d'assez anthropologique. Je vais pas faire un cours là-dessus non plus, mais en gros, nous, on a une tendance à diviser la nature et la culture, de mettre la société au-dessus de la nature pour exploiter la nature, alors que pour les Inuits comme pour les Samis, ça va être quelque chose qui va être au même niveau et il n'y aura pas cette division. La culture est inhérente à la nature et inversement. Donc, tous les problèmes sont liés, les problèmes sociaux et la justice sociale est donc directement liée à l'environnement. Et l'écoféminisme autochtone, un dernier point, c'est que pour l'instant, j'ai l'impression en tout cas que ça essaie de toucher surtout l'émotionnel, que ça soit à travers les discours, même basés sur des observations directes ou des récits, par exemple. Ça va être des femmes qui vont mettre en avant quelqu'un qui connaît qui est mort, par exemple, à cause d'un accident lié au changement climatique, ou alors à travers l'art, justement, où il y a vraiment beaucoup de jeunes artistes, notamment en Suède, dans l'industrie de la musique, qui essayent aussi de repenser l'industrie musicale. Donc voilà, en conclusion, c'était quelques pistes. Et vu que c'est pour la semaine du développement durable, je trouve que c'est un bon moment aussi pour pouvoir Dans cette semaine, on voit beaucoup émerger de belles idées, je trouve, mais c'est vrai que à travers ma présentation, ce que j'essayais aussi de montrer, c'est qu'il y a quand même une idée assez capitaliste derrière l'idée de développement, même s'il y a l'idée de durabilité, bien sûr, et que je pense qu'il faut y en a qui sont totalement honnêtes et qui ne cessent pas d'apprendre et qui font des super belles choses, mais je pense qu'il ne faut jamais cesser de questionner, et je ne dis pas qu'il faut voir le mal partout, mais il ne faut jamais cesser de questionner ce qu'il y a derrière, parce que c'est aussi comme ça qu'on va mettre les grandes entreprises face à cette nécessité de justice climatique et de justice sociale. Merci, c'est très intéressant et c'est très juste, je pense. Enfin, ça sonne juste, même si voilà, on n'est pas les experts sur le sujet, mais voilà, enfin, en tout cas, je pense qu'on voilà, on a compris et on est d'accord. Et sur, oui.
été le point de départ de cette idée, en fait? Est-ce que c'est vos origines? Est-ce que c'est enfin, vos études? Est-ce que vous êtes parti là-bas? D'où vient cette idée? Pourquoi vous avez eu cette idée? Parce que vous habitez où, en fait? Euh, non, ben, moi, je suis originaire de France, mais pour ma maîtrise, j'ai travaillé en fait sur l'application du droit international autochtone au Chili, et donc avec les Mapuches. Et en fait, il y avait beaucoup l'idée de droit territorial qui revenait de droit environnemental. Et à partir de là, du coup, vu que j'ai toujours été intéressée par l'environnement et le changement climatique, et intriguée par l'Arctique, parce que c'est vrai que moi, je suis française, donc je ne connaissais pas du tout non plus. Je vis en France, alors que les questions autochtones sont pas... C'est pas du tout des questions dont on parle souvent. J'entends même beaucoup des gens dans le milieu académique qui continuent de parler d'Indiens ou d'Amérindiens, alors qu'au Canada, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Donc, c'est vrai qu'après, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à l'Arctique. Moi, c'est vrai qu'au début, c'était quelque chose d'assez exotique, il faut l'avouer. Mais voilà, après, j'ai vécu un peu au Québec, du coup, et puis les premières expériences sur place aussi en Arctique m'ont permis de voir aussi tout ça. Quand on parlait de colonialisme, pour moi, c'était quelque chose qui appartenait au passé, comme on apprend dans les livres d'histoire. Et c'est vrai que le colonialisme environnemental, c'est quelque chose qui m'a fascinée tout de suite parce que je ne connaissais pas du tout. Oui, c'est vrai aussi, comme vous avez fait remarquer, que effectivement tout est lié et tous ces différents mouvements d'activisme, que ce soit voilà, l'écologie, le véganisme aussi, enfin, tout est lié. Et justement, parfois, voilà, quand on essaye de faire une bonne action, on n'est pas à l'abri de faire enfin, ça part d'une bonne idée, mais que finalement, on fait quand même du mal à une autre partie de la population ou de la Terre. Voilà, donc, effectivement, il faudrait voilà, prendre tout ça avec beaucoup de précautions qui ne devraient pas empêcher justement d'avancer parce que, oui, le développement, je pense que ça a été... le mot est utilisé aussi pour ne pas brusquer, ne pas choquer quand même les décideurs, voilà, pour être plus, comment dire, pour ne pas être considéré extrême. Oui, bah, je pense que si on parlait de décroissance tout de suite, voilà. à beaucoup de gens, on s'imaginerait dans des tentes et dans des villages sans Internet. Donc, non, c'est vrai que de toute façon, le développement est aussi inhérent à la société moderne, mais c'est vrai qu'il y a une idée je pense qu'il peut y avoir du développement sans forcément un profit de masse énorme, quoi. Oui. Et qu'est-ce que pense la population qui habite justement dans ce coin du globe? Qu'est-ce qu'ils pensent du développement durable? Est-ce que c'est des choses qu'ils appréhendent ou pas forcément? C'est dans la tête des gens ou ils jettent des papiers par terre comme nous ou comment ça se passe? Non, justement, je pense qu'il y a du développement durable en soi. Il y a beaucoup de gens, justement, qui suivent le développement durable alors, il y a des problèmes plus urgents à résoudre. Mais je sais qu'il y a un mémoire qui a été fait récemment sur le développement durable, justement, en Arctique. Mais je ne sais pas s'il est encore sorti. Mais en tout cas, oui, il y a des femmes, il y a une femme notamment qui racontait qu'une fois, elle est allée elle n'avait pas l'habitude de trier ses déchets. Et puis un jour, elle est allée au Brésil rencontrer d'autres peuples autochtones. Et puis là-bas, elle a rencontré une dame qui faisait du compost, qui faisait plein de trucs. Puis depuis, elle fait ça. Et puis elle dit à tout le monde à côté d'elle de le faire. Mais c'est des choses qui viennent, voilà. Il y a vraiment des perceptions. C'est comme nous. Hein, au Québec, il y a quelque chose qui a été fait, ça s'appelle le baromètre climatique, où c'est je pense qu'il y en a plusieurs, mais c'est des chercheuses en communication environnementale qui ont analysé les profils de la population, comment les gens se sentaient face au changement climatique. Donc, ils définissent des sortes de profils. Par exemple, il y a celui qui s'en fiche, celui qui trouve qui est hyper éco-anxieux,
celui qui pense qu'il peut rien faire, donc qui fait rien, celui qui essaye, mais qui se sent impuissant, ce genre de choses. Et chez les Inuits, mine de rien, là, j'ai très généralisé pour ma recherche, mais c'est un peu ça, en fait. Il y a vraiment beaucoup de profils. Il y a ceux qui voient d'un bon œil le changement climatique parce qu'ils se disent, en même temps, l'Arctique est en train de devenir quand même un territoire stratégique, donc ça apporte du travail, ça apporte à côté pour des ressources, bien sûr. Donc il y a la question environnementale, mais certains, ça apporte des travails, ça apporte de l'argent, un certain développement aussi. Donc c'est pas forcément vu d'un mauvais œil par tout le monde non plus, en fait. Ça dépend vraiment, je pense, des générations, d'où ils ont grandi aussi en Arctique, de l'éducation reçue, dans quelle famille ils ont grandi, des modèles qu'ils ont pu avoir aussi. C'est aussi varié que dans le sud, je pense, les profils. Oui, c'est un peu comme partout, je pense. Ça dépend aussi effectivement, de l'éducation, de les priorités du moment, parce que c'est vrai qu'une personne qui est déjà en difficulté, comme vous aviez mentionné aussi, l'insécurité du travail, ou comment on dit en français, food insecurity. Voilà, si on doit penser à ce qu'on va manger ce soir ou demain, on ne va pas penser plus loin à l'écologie. Ce n'est pas ça la priorité du jour de cette personne-là. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Et est-ce que vous pensez aussi que dans cette partie du globe, justement, de fait aussi par leur culture, leur tradition, ils sont plus proches de la nature, du coup peut-être plus sensibles que nous qui vivons en ville maintenant on fait le recyclage, mais enfin ça date pas depuis très longtemps. Enfin, à Nice, en France, les bacs jaunes, il y a 30 ans, ça n'existait pas, alors qu'en Allemagne, ça fait des années, aux États-Unis aussi. Comment ils le perçoivent, ça? Est-ce que vous pensez que c'est plus culturel parce qu'ils sont proches de la nature, ou comment vous voyez ça? Je pense que c'est différent. Je pense qu'effectivement, moi j'ai cette impression que, vu qu'ils ne perçoivent pas la nature pareil que nous, comme je disais, que c'est toute cette histoire d'animisme et d'ontologie, justement, un peu de cosmologie animiste. Et bon, là, on rentre dans des théories un peu peut-être trop théoriques, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie non plus de prôner l'image qu'on dit du bon autochtone qui est proche de la nature et tout. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais je pense que majoritairement, les peuples autochtones, il y a une activiste qui le soulignait, c'est pas pour rien que c'est 5% des peuples autochtones qui protègent 80% des aires aujourd'hui à protéger. Donc, je pense que oui, ils sont plus proches de la nature, mais après, au niveau de ce qu'il y a à faire pour l'environnement, eux, il n'y a pas non plus grand-chose qu'ils peuvent faire parce qu'ils vivent déjà, je n'irai pas jusqu'à dire en harmonie avec la nature, mais ils vivent déjà enfin, ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils sont complètement dépendants au Canada d'un gouvernement fédéral, par exemple. Il y a une grosse crise du logement parce que construire un logement là-bas, c'est très cher. Donc les maisons sont surpeuplées. Et alors, on commence à parler de peut-être faire des maisons un peu plus écologiques, mais eux, ce n'est pas la priorité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des logements abordables. Et puis voilà. Et puis pour tout ce qui est recyclage, là-bas, il n'y a pas de recyclage non plus parce que c'est même par rapport à l'eau, hein, c'est un camion qui passe et qui met de l'eau dans les maisons et qui prend ce qu'il y a à prendre. Donc, et puis en fait, c'est ça, ils sont dépendants d'un gouvernement qui aussi, la première fois que je suis allée en Arctique, c'était au Nunavik, donc au nord du Québec. Et dans le village, j'avais une décharge à ciel ouvert. C'est un peu triste dans un paysage comme ça. Mais en même temps, c'est le gouvernement qui ne met pas l'argent pour aller chercher des déchets tout au nord et puis pour les mettre, je ne sais pas où d'ailleurs, mais Après, aussi au Canada, le problème, c'est qu'il y a, dans la Constitution, il y a vu qu'il y a le partage des compétences législatives et que, en théorie, c'est le fédéral qui est responsable de tous les enjeux autochtones. Mais le problème, c'est que des fois, c'est très mal réparti au niveau des. Comment dire,
enfin, je veux dire qu'il y a un conflit entre les compétences législatives provinciales et les compétences législatives fédérales qui font que des fois, ça s'entrecroise un peu et en fait, on ne sait pas qui réellement est responsable de quoi, puisque par exemple, l'éducation et la santé, c'est des compétences provinciales. Mais du coup, quand ça touche aux autochtones, vu que normalement c'est fédéral, ben, du coup, il y a quand même un vide un peu qui se crée et que, en fait, je pense que les paliers gouvernementaux, ils se mettent un peu, enfin, ils s'accusent un peu mutuellement. Oui, je pense Ouais, aussi. c'est pas nous Ça qui les sommes arrange un peu. il y a comme aussi des enjeux constitutionnels, je pense, qui sont peut-être pas mis à jour. La Constitution date quand même de 1937, si je ne me trompe pas, au Canada. Donc, je pense qu'il y a comme certains enjeux qui sont politiques, voire même juridiques carrément. Et que je pense qu'ils jouent beaucoup là-dessus aussi pour pas en fait s'occuper de certains enjeux qui concernent les populations autochtones au Canada. Bah oui, oui, non, c'est clair. Mais c'est sûr aussi que les priorités, comme je disais, des gens sont ailleurs. Et puis, j'ai fait partie d'un projet de serre pour monter une serre à Cambridge Bay, au Nunavut, donc au nord du Canada. Mais à la base, c'est pour lutter contre l'insécurité alimentaire, justement. Mais déjà, bon, une serre dans le nord, bon, ça, c'est des défi, c'est sûr. Mais les gens n'étaient pas... c'était pas pour le truc environnemental de produire local. L'idée de produire local n'était pas du tout vendeuse, alors que nous, c'est très à la mode en ce moment de produire local. Eux, ce qui ressortait, c'était vraiment, ben, est-ce que ça va être gratuit et est-ce que ça va permettre, notamment, il y a un aîné qui dit tout de suite, qui a réagi en disant, bah, il y a beaucoup de jeunes mamans qui ont du mal à joindre les deux bouts, donc il faut que ça aille, que ça soit un programme social qui aille aux jeunes mamans, en fait, tous les trucs de la serre. Donc c'est vraiment tout de suite le côté social qui ressort et qui domine même parfois, ce qui est aussi compréhensible. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu récemment, que vous avez dit, c'est le côté social qui ressort. Et c'est souvent un temps de crise que ça arrive, quand on a souffert ou quand on vient de souffrir de quelque chose. C'est là qu'on se rend compte qu'il y en a d'autres qui ont souffert et enfin, qu'on se rapproche socialement, on se rapproche des personnes qui sont à côté, mais des fois, ça peut être à l'autre bout du monde. Mais voilà, quand on a vécu la même chose, comme récemment avec la pandémie mondiale, donc c'est quelque chose qui, je pense, voilà, on doit se rendre compte que ça concerne tout le monde et voilà, arrêter de se rejeter la faute les uns aux autres et de chacun prendre ses responsabilités et faire, faire attention ouais. et faire les actions qu'il faut pour que ça aille mieux. Et pour que... C'était l'objectif. Bah oui, c'est ça, je pense que ça Voilà. passe beaucoup par l'éducation aussi, parce que je pense que déjà, c'est pour ça que les peuples autochtones ont plus de il y a plus de solidarité parfois entre les gens qui vivent sur des îles et d'autres en Arctique que dans un même pays. Mais je pense que c'est ça que ça passe beaucoup quand même par l'éducation et puis par montrer que ben, c'est une participante qui me disait ça, elle me disait une personne blanche bien éduquée qui vient d'un milieu social élevé, même si elle s'engage pour l'environnement, c'est très bien, mais si elle se dit pas, si elle prend pas le temps de discuter avec d'autres personnes qui ont des expériences différentes, parce que dans son entourage, souvent, on va quand même vers les personnes qui nous ressemblent et on est entouré souvent, quand on est dans un milieu social élevé, de personnes qui sont dans le même milieu social que nous, ben, on ne va pas forcément discuter avec des personnes qui ont des expériences différentes. Et du coup, il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne se rend pas compte que ça peut impacter des gens d'une façon qu'on n'aurait jamais imaginée. Je disais, en fait, ce n'est pas grave à partir du moment où ces gens-là continuent de discuter et puis de lire sur ces sujets-là et puis de pas nier tout ce qui est ben, le colonialisme, etc. Justement, en l'occurrence, au Canada, il disait qu'il y avait une sous-représentation politique des peuples autochtones justement dans les partis politiques et dans tout ce qui était discussion et prise de décision, que
en fait, c'est des hommes blancs majoritairement qui prenaient des décisions pour tout le monde. Donc, en fait, c'est totalement biaisé. Et il y a un aspect hyper paternaliste, colonialiste et même voire patriarcal, puisque la majorité des hommes, les décideurs et décideuses politiques sont des hommes. Donc, forcément, les solutions ne sont pas forcément adaptées, puisque de base, en fait, la parole n'est pas donnée aux personnes concernées. Mais ça, c'est tout dans les luttes sociales, quand c'est comme les hommes blancs qui prennent des décisions sur l'avortement et des choses comme ça, qui ne les concernent absolument pas, et que c'est la même chose pour les peuples autochtones, et qui sont totalement pas représentés dans le milieu politique, notamment au Canada. Donc, ça, c'est vraiment un énorme problème, je pense. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Mais en tout cas, nous, on a fait pour l'instant, on a essayé de faire une petite partie, d'apporter notre contribution à répandre la parole et En conscience. aider à nos étudiants et nos collègues, collaborateurs aussi, parce que je rappelle que l'enregistrement va être disponible sur notre site et on va largement le diffuser pour faire prendre conscience et pourquoi pas donner des idées, des projets étudiants, des recherches plus larges dans ce sens et aider à ce que nous devenions tous des activistes, des petits activistes qui apportent chacun du bien. Ça. Encore une fois, merci Laetitia. Merci à vous. Merci. Et à bientôt peut-être. Oui. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.